Est-ce que vous savez que techniquement, le Japon et la Russie sont toujours en guerre? Ça paraît fou dit comme ça. Les deux pays n'ont en fait jamais signé de traité de paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça veut pas dire non plus qu'ils se font la guerre. Les choses sont loin d'être simples. Et pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, on va faire un petit récapitulatif synthétique et non exhaustif de la situation très mouvementée qui lie ces deux pays. Allez, c'est parti. Historiquement, on peut pas dire franchement que les relations entre la Russie et le Japon soient super cordiales. Depuis le 19e siècle, il y a des litiges territoriaux et les deux pays se sont confrontés plusieurs fois. La guerre russo-japonaise. Dès 1905, l'Empire du Japon entre en guerre contre l'Empire russe. Deux empires qui cherchent à s'étendre en Mandchourie et dans la péninsule coréenne. Le Japon est encore un pays très jeune dans l'échiquier mondial, mais à la surprise générale, c'est lui qui gagne. Ça a fait son petit effet à l'époque. Une victoire qui va propulser le Japon sur la scène internationale et nourrir ses envies colonialistes. La Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Empire du Japon est présent dans plein de territoires, dont la Mandchourie. Et en Mandchourie, une grande partie des frontières donne sur l'Union soviétique. Et apparemment, les deux s'entendent pas bien. Ça pète régulièrement. Mais en 1941, les deux pays signent un pacte de non-agression qui met fin aux hostilités. Le contexte de la Seconde Guerre mondiale, vous le connaissez, le Japon signe le pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie, les États-Unis entrent en guerre après l'attaque de Pearl Harbor, etc., etc. Le truc qui est intéressant, c'est l'accord de Yalta. L'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis se réunissent discrètement au début de l'année 1945 pour planifier la campagne finale contre l'Allemagne et le Japon et organiser les choses après la victoire. Et une des conclusions de cet accord, c'est que l'URSS doit entrer en guerre contre le Japon 90 jours après la capitulation de l'Allemagne. Ouais, c'est précis leur truc. Et en échange, les soviétiques pourront récupérer Sakhaline et les îles Kouril. Les nazis perdent le 8 mai 1945, les Russes doivent donc entrer en guerre contre le Japon le 8 août. 2 jours après le bombardement d'Hiroshima qui a eu lieu le 6 août, les Russes débarquent à l'ambassade du Japon à Moscou pour remettre une déclaration de guerre. Sauf que quand l'ambassadeur a voulu appeler pour prévenir son pays, la ligne téléphonique ne fonctionnait pas. Ils n'arrivaient pas à joindre Tokyo. Pourquoi ? Parce que les Russes ont coupé les lignes téléphoniques de l'ambassade avant. Des petits malins. Apparemment, ce serait une réponse à l'attaque surprise des Japonais contre les Russes lors de la guerre en 1905. Ouais, y a pas que Pearl Harbor, l'armée japonaise a aussi attaqué l'Empire russe par surprise en pleine nuit. Donc le Japon a eu connaissance des attaques russes plus tard, via une émission de radio de Moscou qui précisait que l'URSS entrait en Mandchourie et qu'elle annexait Sakhaline et les îles Kouril. Le traité de San Francisco. Le Japon capitule en septembre 1945, l'armée ensuite prend le contrôle du territoire japonais. Et à ce moment-là, il y avait environ 3,5 millions de militaires japonais en Asie et dans le Pacifique, et ils sont rapatriés par les Alliés et la Chine assez rapidement. Mais l'URSS n'a pas rendu tous les soldats au Japon tout de suite. Eux, ils en ont gardé une bonne partie pour les exploiter comme main-d'œuvre. Bon, on dit pas non à un peu de travail gratuit. Et juste après la guerre, ça a été un nouveau sujet de tension avec le Japon. Arrive ensuite le traité de paix. Et dans le cas du Japon, il s'agit du traité de San Francisco en 1951. Un traité qui redonne au Japon sa souveraineté, autrement dit l'armée américaine ne contrôle plus le pays, sauf Okinawa qui reste sous leur autorité. Le traité indique notamment que l'archipel renonce à ses droits, titres et revendications sur les Kouril. Il se trouve que l'URSS n'a pas voulu signer ce traité de paix. Les Russes se justifieront en disant qu'il a été principalement organisé par les États-Unis et le Royaume-Uni, sans les avoir consultés au préalable, que la Chine n'était pas conviée à signer ce traité alors même que le pays était une des plus importantes victimes de l'impérialisme japonais, que le traité faisait entrer le Japon directement dans une coalition dirigée par les Américains contre l'Union soviétique. Je rappelle que c'est déjà la guerre froide à ce moment-là. Et puis surtout, le vrai problème, c'est que le traité ne stipule pas clairement à qui reviennent les Kouril. Le Japon doit y renoncer, ok, mais légalement, il manque un truc. Qui a la souveraineté sur ces territoires ? Le litige des Kouril. Juste après avoir signé le traité, les soucis commencent. Si chaque pays qui signe interprète le contenu différemment, forcément, ça crée des problèmes. Pour le Japon déjà, Habomai et Shikotan ne font pas partie des Kouril, mais sont la suite du territoire de Hokkaido. Et donc, elles ne sont pas couvertes par le traité. Ensuite, le Japon ne reconnaît pas les îles Kunashiri et Etorofu comme faisant partie des Kouril dont il doit renoncer selon le traité de San Francisco. Pour lui, ce sont des territoires historiques qui appartiennent au Japon et qui n'étaient habités que par des Japonais. Sur ce dernier point, dur de lui donner tort, parce que quand les Russes arrivent en 1945 pour occuper les îles, il y a 17 000 Japonais qui vivent dans le coin et ils ont été déportés vers d'autres régions du Japon. Donc ok, disons, ces territoires sont japonais.
Mais s'ils sont dans le traité, c'est cuit. Et le Japon a toujours joué sur l'ambiguïté de ce qui compose ou non les Kuriles dans le traité. Certaines voix disent que si Shikotan et Habomai sont discutables, le traité était clair sur le sort de Kunashiri et Etorofu. Et de l'autre côté, les Russes disent « Nous, de toute façon, on n'a pas signé le traité de San Francisco. » Et puis aussi, on a l'accord de Yalta qui nous permettait de récupérer les Kuriles. Et si pour eux, Habomai et Shikotan, ça fait partie des Kuriles, bah, ils le récupèrent. Parce que dans les traités, les accords, il n'y a aucune précision. Tu parles d'un bordel. La déclaration commune de 1956. Après de longues discussions, l'URSS et le Japon se mettent d'accord lors de la déclaration commune soviéto-japonaise de 1956. Dans cette déclaration, l'archipel renonce aux 2 îles de Kunashiri et Etorofu en échange de Shikotan et Habomai. Cette déclaration, c'est pas un traité de paix, mais au moins ça relance un peu les relations diplomatiques. Et puis surtout, ça met fin aux hostilités. Mais c'est là que les Américains interviennent. Ils vont voir les Japonais juste avant de signer la déclaration et disent « Ah bon, vous ne revendiquez plus les 4 îles ?» Ouais, ils avaient les mains comme ça. Mais si vous cédez des îles aux Soviétiques, dans ce cas-là, nous, on garde Okinawa. Okinawa était toujours occupée par l'armée américaine. Ah, les Américains aussi, ce sont des petits filous. À cette époque-là, les Russes et les Américains, ils se faisaient pas de cadeaux. C'est peut-être toujours le cas. Donc face à ça, les Japonais, ils font Okinawa ? Bon, on verra ça plus tard quand on signera un traité de paix avec les Russes. Là, on va déjà signer cette déclaration sans préciser le sort de ces îles pour calmer les tensions et ensuite on verra. Donc même si c'est pas un traité de paix, les 2 pays ont au moins signé une déclaration de non-agression, quoi. Donc on peut pas dire qu'ils soient en guerre non plus. Bref, le temps passe et au final, rien ne s'est passé comme prévu. La situation actuelle. Jusqu'à aujourd'hui, les 2 pays n'ont toujours pas signé de traité de paix. Le problème, c'est que ni les accords de Yalta, ni le traité de San Francisco ne précisent clairement ce qui est inclus dans les Kuriles. Du vrai travail d'amateur. En plus, les Japonais disent que les Russes ont récupéré ces territoires en 1945 en faisant la guerre contre le Japon, alors même que les 2 pays avaient signé un pacte de non-agression en 1941. Les Russes répondent en disant qu'ils ont annoncé avoir répudié le pacte avant les attaques, et les Japonais expliquent qu'il y a un décalage entre le moment où on annule le pacte et le moment où il devient effectif. Le bordel, je vous dis. Le bordel. Et en cours de route, le Japon a commencé à employer un autre terme pour désigner ces 4 îles. À la trappe Kuril est bienvenue à Territoire du Nord. Hoppo Ryōdo. Comme ça, la dénomination ne les intègre pas dans le traité. Pratique. Suffit de changer le nom et t'es tranquille. Dans cette histoire, toutes les parties ont à un moment donné fait des petits coups de... Bref, tout ce temps, il y a eu des rencontres, des discussions, des moments d'accalmie, des moments tendus, quand les chefs d'État russes vont sur ces territoires par exemple, ou quand des bateaux de pêche japonais entrent dans des zones qui leur sont interdites. Ou dans un autre genre, en 2011, l'ambassade de Russie a reçu une lettre avec une balle dedans et un message marquant « Les territoires du Nord appartiennent au Japon ». Ah, il y a des fous au Japon aussi, il y a des fous. Le Japon est censé être protégé par l'armée américaine. Ça veut dire que les soldats américains sont présents sur un territoire voisin de la Russie. Donc un traité de paix, c'est encore compliqué, puisque de toute façon les Russes se sentent menacés par les Américains. De chaque côté, les choses n'évoluent pas vraiment. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on voit des cartes au Japon qui intègrent ces îles, comme faisant partie du territoire japonais. Même si au fond, actuellement, c'est la Russie qui les occupe. D'ailleurs, je précise que ces îles sont disputées par les Japonais et les Russes aujourd'hui, mais si on remonte la pendule, le peuple qui y habitait avant tous les autres, ce sont les Ainu. Mais ça, c'est un autre sujet. On en reparlera un jour. Le seul point positif de cette histoire, c'est que même s'il y a des litiges, au moins ici, il n'y a pas eu de guerre pour faire entendre son point de vue. Pour conclure, qui a tort, qui a raison? Je pense que cette vidéo montre bien que c'est compliqué. La réponse, elle sort pas comme ça. En tout cas, la situation actuelle est le résultat d'un enchevêtrement d'événements hyper complexes qui s'accumulent depuis le 19e siècle, avec des guerres, des traités, des accords, des pactes, des déclarations et tout le bordel habituel qui arrive quand des êtres humains ont des querelles de voisinage pour s'approprier ou définir des frontières sur une planète qui à la base n'en a pas.